merci infiniment de votre présence. Je voudrais d'abord très brièvement dire à quel point je suis heureux pour ma part d'être avec vous aujourd'hui. Heureux d'une part parce que c'est les collectives que je ne connaissais qu'à travers ouï dire, mais que j'ai connu réellement aujourd'hui, qui est à l'initiative de cette journée. Heureux de l'implication également du groupe roman d'éducation nouvelle, le GREN, avec qui j'entretiens un long compagnonnage depuis le début de ces activités, un compagnonnage fécond, un compagnonnage toujours très stimulant. Heureux aussi parce que j'ai particulièrement apprécié le caractère congruent entre les finalités de la journée, entre les intitulés qui vous ont été rappelés tout à l'heure, et puis la démarche qui a été mise en place. Et heureux enfin parce que j'ai trouvé une qualité extraordinaire dans la réflexion, que ce soit dans les ateliers auxquels malheureusement je n'ai pas pu participer à tous, n'ayant pas le don d'ubiquité, mais je suis passé à peu près dans chacun, et j'ai trouvé que le niveau de la réflexion était d'une qualité extraordinaire, de même que tout ce qui a été dit au cours de cette table ronde, aussi bien par les rapporteuses que par vous-même. La seule chose qui m'inquiète donc vraiment, c'est que je dois conclure. À un moment, vous êtes de toute évidence fatigué, c'est normal après tout ce que vous avez fait, mais fort heureusement, vous avez goûté tout à l'heure, ce qui nous garantit contre un déficit glycémique. Donc j'espère qu'on va pouvoir tenir ensemble pendant une petite heure. Alors j'ai vraiment pas la prétention d'être celui qui va apporter des réponses à toutes les questions qui ont été posées. Mais je vais peut-être me faire l'écho de quelques-unes et puis les prolonger par des réflexions, voire par d'autres questions. Alors je commencerai d'abord par un tout petit rappel à caractère historique. La notion de méthode active précède assez largement dans le temps la notion d'éducation nouvelle. On trouve la notion de méthode active dans l'éducation quasiment depuis Erasme. Donc vous voyez, c'est assez lointain, pas à l'échelle évidemment de l'histoire de l'univers, mais à l'échelle de l'histoire de notre civilisation occidentale. Elle est réellement mise en circulation dans le milieu éducatif dans les années 1850-1880. Donc vous voyez, c'est assez lointain par rapport y compris à ce qu'on identifie comme étant l'origine de l'éducation nouvelle. Et le célèbre texte qui va rendre la méthode active extrêmement connue est un texte d'une conférence prononcée par Henri Marion à la demande de Jules Ferry en 1884 et qui s'intitule « La seule méthode, c'est la méthode active ». Alors Henri Marion est un philosophe, c'est un philosophe disciple de Ferdinand Buisson, c'est un philosophe très imprégné des Lumières, mais aussi très imprégné par ce que Ferdinand Buisson a rapporté de son exil en Suisse, pendant la monarchie de Juillet. Ferdinand Buisson en particulier, qui a été au contact, c'est pas insignifiant que nous soyons ici aujourd'hui, de toute la tradition protestante, et qui a découvert à cette occasion-là à quel point cette tradition protestante rompait avec une certaine tradition catholique très dominante en France, de l'enseignement comme sacrement, de l'enseignement comme opération entièrement verticale. Ferdinand Buisson, quand il est en exil à Genève et à Lausanne, découvre que les protestants n'ont pas de missel, qu'ils ont la Bible. Alors ça peut paraître anecdotique de dire qu'ils n'ont pas de missel, qu'ils ont la Bible, mais c'est tout à fait essentiel. Ils n'ont pas un choix de texte effectué par ceux qui prétendraient détenir la vérité à leur place. Ils ont un texte dans lequel ils peuvent se plonger, sur lequel ils peuvent discuter et à partir duquel ils peuvent se forger leur propre opinion. Et quand Ferdinand Buisson rentre en France et qu'il est appelé par Jules Ferry et qu'il défend la priorité absolue à l'apprentissage de la lecture, ça n'est pas, dit-il, pour que les enfants apprennent à lire les affiches, même les affiches électorales, c'est d'abord pour qu'ils n'aient plus à croire personne sur parole, pour qu'ils puissent aller vérifier dans les textes et pour qu'ils ne soient plus tributaires de la parole des clercs. Buisson y insiste, l'apprentissage de la lecture, c'est l'apprentissage de l'émancipation, c'est la capacité à comparer des documents et à se faire sa propre opinion. Et donc Marion est à cet égard un grand disciple de Ferdinand Buisson,
et il pense que la méthode active, c'est celle qui va permettre à un individu, à un sujet, de se construire et, conformément à ce que proposait Kant quand il définissait les Lumières, d'oser penser par lui-même. Sapere aude, ose penser par toi-même, ne sois pas toujours sous l'emprise de la pensée des autres, fût-elle dominante. Et quand Marion fait sa leçon sur la méthode active en 1884, et qu'il commence cette leçon par « il n'y a qu'une méthode et la méthode active », aucune autre méthode ne peut se prétendre une méthode éducative. Il précise évidemment que personne ne revendique la méthode passive. Bon, ça c'est vrai, hein, personne ne revendique la méthode passive. Mais la méthode active, il dit bien, ça n'est pas le bricolage permanent, ça n'est pas non plus l'agitation permanente. Et il explique qu'il a vu des classes où les élèves bougeaient tout le temps et où ils étaient en réalité très peu actifs. Et il a vu des classes où les élèves étaient relativement sages et assis à leur banc, mais où ils étaient extrêmement actifs. Il insiste donc dès 1884 sur le fait que quand on parle d'activité de l'enfant, même si on parle de l'activité physique, même si on parle de manipulation, on vise toujours l'activité intellectuelle. Et que c'est l'activité intellectuelle qui est l'objectif de l'éducation. Et qu'il ne faut pas confondre le moyen avec la fin, dit-il. Il ne faut pas croire que parce que des élèves sont en train de bouger, de fabriquer, ils sont nécessairement actifs dans leur tête. Il faut bien penser que c'est leur tête qui est le critère et que c'est ça qu'il faut rendre actif à travers, bien évidemment, en particulier, dit-il, pour les petits-enfants, la manipulation et la fabrication. Et puis, Marion ajoute que l'activité se fait dans la recherche, mais pas seulement. Et il explique que la méthode est active à la fois dans ce qu'il appelle le temps heuristique et dans le temps de la leçon. Le temps heuristique, c'est celui de la découverte, c'est celui de ce que Célestin Freinet appellera bien plus tard le tâtonnement expérimental. Et le temps de la leçon, c'est le temps de l'explication. Et ce qui est intéressant chez Marion, c'est qu'il dit, attention, hein, ne croyez pas que le temps de la leçon est un temps passif. Le temps de la leçon est un temps qui doit être actif. Mais il doit être actif parce que vous excitez, dit-il. Il utilise le mot exciter, l'intelligence de l'enfant, et que l'enfant entre en dialogue avec vous. Et ce dialogue de son intelligence avec la vôtre, c'est l'activité. Et Marion dit déjà, il y a un certain nombre de gens qui croient qu'il suffit de faire chercher les enfants et qu'il n'est pas nécessaire ensuite de faire la leçon pour leur permettre de comprendre. Et il ajoute, en utilisant une métaphore un peu chasseresse qui ne serait pas de mise ici, aujourd'hui, il dit c'est un peu mépriser les enfants, c'est croire qu'ils ne prendront pas de plaisir à capturer eux-mêmes le gibier qu'ils auront levé. Or l'enfant, dit-il, a du plaisir à capturer le gibier qu'il a levé. C'est-à-dire que quand il a été dans un temps de recherche, dans un temps où il s'est investi pour trouver quelque chose, il a du plaisir à le comprendre, à l'expliquer, il a du plaisir à formaliser ses découvertes, et nous ne devons pas sous-estimer ce plaisir-là, qui, dit-il, est un moteur absolument essentiel de l'apprentissage, et où l'enfant doit être actif aussi, évidemment. Alors si j'ai évoqué Marion, c'est simplement pour vous dire, voilà une notion qui est relativement ancienne. 1881, personne ne parle d'éducation nouvelle en 1881. Les premières New Schools, c'est en Angleterre, c'est 1891-92, c'est 10 ans plus tard, c'est à Bolshoi, c'est Cécile Redi. Et le congrès fondateur de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, c'est le congrès de Calais en 1921. Ferrière est là, mais aussi Maria Montessori, mais aussi Neil, dont on a parlé tout à l'heure, le fondateur de Summerhill. D'ailleurs, Neil n'arrête pas de provoquer Maria Montessori, qui à l'époque ne s'occupe guère que de catéchèse. En mettant le mot masturbation, on a à peu près toutes les phrases qu'il prononce. Ça fait rougir Maria Montessori, évidemment, d'une manière permanente, et qu'il a fait se lever même avec une certaine vigueur pour dénoncer les provocations inadmissibles de Neil. Donc c'est déjà un congrès, le congrès fondateur de l'éducation nouvelle, qui est marqué sous le sceau du débat. Et tout le courant de l'éducation nouvelle est un courant qui n'est pas un courant dogmatique. C'est un courant qui va
tout au long de sa vie jusqu'à aujourd'hui, de 1921 à 2018, être un courant où le débat va être très vif. Alors, on s'en souvient pas toujours parce que on a d'habitude plus tendance à soulever le débat entre l'éducation nouvelle et l'école traditionnelle. Mais c'est oublier qu'au sein de ceux qui prônent l'éducation nouvelle, il y a une multitude de courants et que les débats, la vie de l'éducation nouvelle, ce sont ces débats-là. Ce sont ces débats-là. Alors des débats, il y en aura beaucoup, et en particulier, ils vont se cristalliser autour de la notion d'élève actif. Dès 1921-1922, on s'affronte sur la notion d'élève actif. Par exemple, certains développent l'idée que l'élève est plus actif dans une activité solitaire qui est adaptée à son niveau et à ses stratégies d'apprentissage. Et il milite pour un enseignement très individualisé. Cet enseignement très individualisé se développe aux États-Unis, par exemple. C'est Miss Parkhurst qui développe ce qu'on appelle le plan Dalton. Le plan Dalton, c'est un système dans lequel on évalue les élèves dans toutes les disciplines à leur arrivée et on leur propose ensuite, à partir du niveau qu'ils ont atteint dans chaque discipline, un enseignement programmé par fiche individuelle de travail, sans guère de travail interactif et en groupe. Alors il y a ceux qui, au sein de l'éducation nouvelle, militent pour l'enseignement individualisé. Et Claparède ici va être de cela. En particulier la séance célèbre de Claparède ou devant Piaget. Vous savez que Piaget, ici à Genève, cherchait ce qu'il appelait le sujet épistémique, c'est-à-dire ce en quoi tous les enfants sont pareils. C'est l'intelligence structurelle que nous avons en nous, la structure de notre intelligence. C'était ça l'objectif de Piaget. Donc il neutralisait méthodologiquement tous les facteurs extérieurs, qu'ils soient à caractère cognitif, affectif, sociaux, pour arriver à essayer de trouver cette structure du sujet épistémique. Et Claparède, qui était sur ce point-là en désaccord avec Piaget, dans une célèbre séance, devant Piaget qui était au premier rang, se déchausse et brandit sa chaussure en disant à Jean Piaget, mais monsieur le professeur, vous acceptez bien qu'on prenne la pointure de chaque élève pour lui faire une chaussure à sa mesure. Pourquoi voulez-vous contraindre tous les enfants à subir le même programme au nom de l'unité du sujet épistémique, donc il y a un vrai débat là, Piaget, qui par ailleurs défend l'éducation nouvelle. En face de ceux qui proposent une centration sur l'individualisation, il y a ceux qui vont proposer une centration sur le collectif. Et aux États-Unis même, en face de Miss Parkhurst, il y a quelqu'un d'autre qui est aussi héritier de Dewey d'ailleurs, Kilpatrick, qui va proposer la pédagogie du projet, qui va très violemment critiquer la pédagogie qu'il estime trop individualiste de Miss Parkhurst. Et puis, au sein de l'éducation nouvelle, il va y avoir une multitude d'autres débats. Il y a un débat sur faut-il créer des écoles privées ou transformer l'école publique, qui va être un débat rémanent, qui ne sera jamais d'ailleurs tranché et qui va provoquer des clashs, des ruptures, des scissions au sein du mouvement de l'éducation nouvelle. Et puis il y a un débat autour du rapport à l'objet. C'est le fameux débat qui va éclater au congrès de Nice en 1932 et qui va provoquer une rupture extrêmement dure entre Célestin Freinet et Maria Montessori. Maria Montessori arrive, elle est alors au sommet de sa gloire, pratiquement, avec presque un train complet d'enfants et de matériel, et Célestin Freinet est très agacé par cela, par la conception extrêmement standardisée du matériel Montessori. Lui, il considère que l'enfant doit être au contact de la nature, doit être au contact d'objets qui sont des objets que l'enfant peut trouver autour de lui, et que ce que fabrique Maria Montessori est totalement artificiel et coupe l'enfant de son milieu naturel. Il y a un vrai débat autour de ça. Ce débat n'est pas tranché d'ailleurs. Il n'est pas tranché, il existe toujours, y compris parmi les psychologues cognitivistes. Donc il y a un débat. Et puis, le débat se poursuit dans l'éducation nouvelle entre ceux qui formaliseront plutôt la phase de tâtonnement, comme Célestin Freinet, et Maria Montessori,
les deux sont dans le même camp, et ceux qui seront plutôt sur la phase de la formalisation, de la structuration, de l'organisation des connaissances. Et là encore, on va voir ce débat se construire et les jeux d'alliance se faire et se défaire. Alors si je vous dis ça, c'est pas pour rentrer dans le détail ni faire savant, c'est pour vous dire que l'éducation nouvelle ne doit pas être interprétée, comprise, pensée comme une espèce de dogme absolu dans lequel il y aurait des vérités définitives. C'est une inspiration, c'est un mouvement, comme le dirait Daniel Hamlin, mon maître, c'est une insurrection contre le mal fait aux enfants. C'est la très belle conclusion du livre de Daniel Hamlin sur courant et contre-courant, la pédagogie contemporaine, quand il dit « L'éducateur est un insurgé, c'est celui qui refuse que l'espèce soit malfaisante à l'égard de ses enfants. » Oui, c'est vrai, tous les éducateurs de l'éducation nouvelle sont des insurgés, mais après, sur leurs propositions, ils sont évidemment extrêmement divers dans tout ce qu'ils vont être amenés à élaborer. Et cette diversité n'est pas un défaut, c'est une richesse. Et ce que je crois très important, c'est que l'éducation nouvelle reste vivante, c'est-à-dire qu'elle reste un lieu de débat, y compris de débat sur des questions aussi importantes que celles qui ont été posées tout à l'heure et sur laquelle je reviendrai, sur est-ce que le groupe est plutôt inhibiteur ou plutôt est-ce qu'il favorise la créativité. Personne n'a encore, me semble-t-il, de solution définitive qui permettrait de trancher complètement ce débat et j'essaierai de vous le montrer. Donc nous sommes toujours dans l'éducation nouvelle, dans une discussion du niveau de celle que vous venez d'avoir et que j'ai particulièrement appréciée. Alors ce que je voudrais défendre avec vous aujourd'hui comme hypothèse, c'est que les thèses de l'éducation nouvelle, dans leur diversité, avec les débats qu'elles comportent, ces thèses-là sont des thèses qui sont aujourd'hui encore plus d'actualité qu'à l'époque où elles sont apparues dans les années 1900-1920. Pourquoi ? Parce que notre univers, le monde dans lequel nous vivons, est sans doute encore plus individualiste et qu'il peine encore plus, comme le rappelait tout à l'heure Stéphane, à construire un commun que le monde des années 1920 qui tentait de se recomposer autour de la construction de la paix. Il n'y est pas parvenu, c'est évident. Mais il existait un horizon possible d'un accord entre les humains qui semble plus difficilement accessible aujourd'hui. Et puis, le monde dans lequel nous vivons se caractérise aussi par le fait que non seulement il est très individualiste, mais il se caractérise par le fait que l'impérialisme du modèle marchand exacerbe les pulsions, exacerbe et encourage le passage à l'acte, la revendication de la toute-puissance et la rétention de la personne, de l'enfant, de l'adolescent, mais aussi de l'adulte, dans l'infantile auquel nos prothèses technologiques nous assujettissent parfois. Et dans ce monde où la pensée devient difficile, c'est Alain Badiou qui explique cela très bien en disant la pensée se dissout, la pensée perd de sa densité. Nous n'arrivons plus à penser assez densément parce que le temps est trop rapide, parce que nous croulons sous une multitude d'informations, parce que nous peinons à nous ressaisir, nous peinons à trouver ce silence qui peut être individuel ou collectif par lequel on accède à une pensée élaborée, nous peinons à surseoir à l'hyperactivisme dans lequel cette société nous plonge et auquel elle nous encourage. Alors, dans ce monde où le modèle marchand est si puissant, il me paraît de plus en plus important de faire valoir l'idée qui était très chère à tous ceux et toutes celles qui se battaient pour l'école nouvelle, que c'est le développement de l'esprit qui doit l'emporter sur celui de la consommation. Principe de l'éducation nouvelle, je crois que c'est le deuxième principe de la charte de 1921. On pourrait dire aujourd'hui le développement de la pensée, d'une pensée qui soit une pensée réellement mûrie et qui permette au sujet d'assumer sa liberté. On pourrait continuer ainsi et montrer que nous vivons dans un monde où les savoirs tendent à se perdre dans une multitude d'informations virales, dans un monde aussi où malheureusement, après une période d'euphorie de l'après-guerre, les inégalités sociales demeurent
et dans certains pays s'accroissent en matière d'éducation. C'est le cas de la France. Donc l'éducation nouvelle ne me paraît pas obsolète, elle me paraît au contraire importante et intéressante à revisiter, et à revisiter y compris dans ces débats. Alors je vais la revisiter avec vous autour de quatre mots que vous avez prononcés pendant le débat tout à l'heure, et qui me paraissent quatre mots susceptibles de permettre, sinon une synthèse, du moins d'ouvrir quelques pistes qui prolongent les ateliers de cet après-midi. Les quatre mots seront coopération, contrainte, autorité et évaluation. Le premier mot, c'est le mot coopération. C'est un mot très cher à tous les militants de l'école nouvelle, de l'éducation nouvelle. Mais je voudrais attirer votre attention sur deux points. Le premier point, c'est qu'aucun d'entre eux ne considère qu'un groupe est spontanément coopératif. Et le deuxième point, c'est qu'ils n'entendent pas tous le mot coopération de la même manière. Alors, premier point, aucun d'entre eux ne pense qu'un groupe est spontanément coopératif. Ils savent tous, et ils vivent en plus la montée du fascisme, qu'il existe des collectifs qui sont fusionnels, qui sont des collectifs qui sont aliénants, qui sont des collectifs qui mettent les individus sous emprise, et qu'il ne suffit pas de mettre des gens ensemble pour qu'il se passe quelque chose qui contribue à leur émancipation. Qu'il peut même arriver, que c'est très fréquent, que ce soit le contraire. Ils sont tous extrêmement clairs là-dessus. Un groupe n'est pas spontanément un collectif de gens qui coopèrent. Ça peut être une bande de gangsters sous la coupe d'un gourou charismatique, ça peut être une bande de gens violents, complètement aveuglés par leur fanatisme. Ce sont des groupes qui existent. Et on peut se demander d'ailleurs si c'est pas la modalité la plus habituelle des groupes dans l'univers que nous vivons. Donc une exaltation du groupe en soi n'est en rien quelque chose qui apparaît comme souhaitable pour les militants de l'éducation nouvelle. En rien, ça apparaît comme souhaitable. Mais une fois qu'ils ont dit qu'ils sont pour un groupe où se pratique la coopération, là encore, ils n'ont pas tout dit. Entre la coopération selon Célestin Freinet et la coopération selon Adolphe Ferrière, il n'y a plus que des nuances. Quand Adolphe Ferrière prêche la communauté d'enfants, c'est une communauté dans laquelle la liberté est un peu au service de l'émergence assez rapide des futurs chefs. C'est une liberté qu'on dirait aujourd'hui libérale, au sens du libéralisme contemporain, pas du libéralisme du XXe siècle, qui n'est pas du tout la perspective de la coopération qu'a Célestin Freinet, qui lui voit dans la coopération, au contraire, l'anticipation d'une société qui, pour Célestin Freinet, est clairement une société socialiste. Ils n'ont pas les mêmes modèles politiques. Et nous avons tout intérêt, nous, quand nous parlons du groupe, et du groupe qui coopère, à avoir un certain nombre de modèles en tête pour savoir quel type de coopération nous allons pouvoir stimuler et mettre en place. Ça a été dit tout à l'heure, mais je vais le redire à ma manière, il n'est pas sûr qu'il eût été préférable de remplacer Michel-Ange par un collectif d'ouvriers, même volontaires, pour faire la chapelle Sixtine. Il n'est pas sûr. Peut-être, ça aurait été très bien, mais c'est pas certain. Pas certain. Et ça, les militants et les penseurs de l'éducation nouvelle en conviennent bien volontiers. Et c'est à partir de cette interrogation qu'ils s'interrogent sur le statut du groupe et sur les conditions pour que le groupe ne soit pas une manière de rendre encore plus médiocre des productions individuelles, ou encore plus normalisé, pour reprendre ce que disait notre collègue tout à l'heure, des productions individuelles, mais qu'il soit au contraire un outil, un cadre, comme cela a été dit à plusieurs reprises, dans lequel on peut se dépasser soi-même en s'appuyant sur les autres. C'est la raison pour laquelle les concepteurs de l'éducation nouvelle se sont battus sur la manière d'organiser les groupes. Les gens qui étaient dans la mouvance de Henri Vallon, du côté du groupe français de l'éducation nouvelle, n'étaient pas du tout d'accord avec les gens qui étaient dans la mouvance de Ferrière, sur la manière d'organiser les groupes, ni dans la mouvance de Paul Guéhet, ni a fortiori dans la mouvance de Neil à Summerhill. N'étaient pas du tout d'accord. Les gens qui étaient dans la mouvance de Vallon avaient une vision beaucoup plus structurée des groupes. Et ils s'appuyaient déjà sur un certain nombre de travaux. Et ils commençaient à identifier un certain nombre de fonctions du groupe et de conditions pour que ces fonctions soient effectuées. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que cela serait trop long, mais il me semble qu'il nous faut éclaircir ici un certain nombre de malentendus, ou en tout cas ne pas s'en tenir à un certain nombre de mots. On peut
donner à un groupe une tâche, mais on donne à des sujets des objectifs. C'est deux choses différentes. Quand les organisateurs de la journée disent c'est à plusieurs qu'on apprend tout seul. Il précise bien qu'on apprend tout seul. Et de fait, on apprend toujours. C'est nous qui apprenons. Et je ne peux pas apprendre à votre place, ni à nager, ni à faire des maths, ni à écrire de la poésie. Nous apprenons tout seuls. Nous sommes tout seuls en face de ces apprentissages qui exigent qu'on se lance, qu'on prenne des risques, qu'on ait le courage d'entrer dans quelque chose qu'on ne sait pas faire pour savoir le faire. Ce qui est extrêmement compliqué. Parce que c'est ça apprendre. Apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour savoir le faire. On ne sait pas faire, il faut le faire sans savoir le faire pour apprendre à le faire. C'est vraiment très compliqué, c'est une espèce de cercle vicieux dont il faut sortir en faisant sans savoir faire pour apprendre à faire. Bon. Donc les penseurs de l'éducation nouvelle sont conscients de cela et ils distinguent très clairement, on le trouve dans la plupart des textes de Célestin Freinet par exemple, la tâche qui est collective, qui est ce que les enfants vont fabriquer, qui va se voir, qui va être valorisé socialement, journal scolaire qui va être distribué par exemple dans le village, et puis l'objectif qui n'est pas la tâche, qui est ce que chacun va découvrir et la manière dont chacun va se dépasser à l'occasion de la réalisation de la tâche. Et là, il faut être très clair, c'est pas facile d'équilibrer l'un et l'autre. Parce que quand on a un groupe d'enfants dans une école et qu'on veut se faire plaisir et faire plaisir aux parents, on a tout intérêt à privilégier la tâche sur l'objectif. C'est-à-dire à laisser le groupe se structurer tout à fait normalement, comme la quasi-totalité des groupes d'adultes dès qu'on les constitue, selon une partition traditionnelle qui est la partition entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Mettez des adultes ensemble, dites-leur de faire un panneau, d'écrire un texte ou quoi que ce soit. Vous aurez très vite des concepteurs qui conçoivent, des exécutants qui exécutent, ils vont chercher le papier, etc., etc. Bon. Des chômeurs qui font rien parce qu'ils trouvent que c'est quand même un peu moins fatigant, puis des gêneurs qu'on cherche à refiler au groupe à côté. Vous donnez à 5 gamins un panneau à faire sur un insecte ou un pays d'Afrique. Si vous ne donnez pas de consignes particulières, ce qui se passe, c'est crouille d'avance. Vous avez des gamins qui ont des images chez eux qui les apportent, des gamins qui savent écrire, qui écrivent le texte, des gamins qui savent dessiner, qui dessinent, des gamins qui n'ont pas d'image chez eux, qui ne savent pas écrire et qui ne savent pas dessiner, et ils font rien. Et heureusement qu'ils font rien, parce que s'ils faisaient quelque chose, le panneau serait raté et on ne pourrait pas l'afficher à la fête de l'école. Et si on l'affichait à la fête de l'école, en plus les parents diraient « Oh, qu'il est vilain ce panneau !» Bon. C'est que la maîtresse est incompétente, ou que le maître est incompétent. Parce que oui, spontanément, même des enfants très jeunes, ils ne donnent pas des choses à faire à des gens qui ne savent pas les faire. Quand ils ont quelque chose à faire ensemble, ils donnent les responsabilités à ceux qui savent déjà faire ce qu'on leur demande de faire. Moi-même, au début de ma carrière, quand je faisais faire du théâtre à mes élèves, ça m'a beaucoup interrogé. Je travaillais en même temps sur les textes, donc ça m'a aidé à être un peu lucide, mais je donnais pas le premier rôle au bègue, quoi. C'est-à-dire que je distribuais les rôles en fonction de ceux qui savaient déjà bien parler. Les autres, je leur demandais de tirer le rideau, de brancher les prises de courant, éventuellement de peindre les décors, etc. Parce que le jour de la fête de l'école, je montais une pièce et de quoi j'avais besoin? J'avais besoin de valider ma pédagogie aux yeux de mes collègues et aux yeux des parents par le fait que la pièce était belle. Et pour que la pièce soit belle, il fallait que les cancres ne fassent rien. Parce que s'ils avaient fait quelque chose, ça aurait fait rater le truc et gâcher la fête de l'école. Et ça, les gens de l'éducation nouvelle, ils le savent parfaitement. Ils comprennent ça très vite et tout de suite. C'est pour ça qu'ils insistent sur cette distinction fondamentale entre la tâche qui est nécessaire parce qu'elle met le groupe en projet et qu'elle permet à chacun de s'impliquer, et l'objectif qui est ce qui va, dans chacun et pour chacun, lui permettre de faire des découvertes et de s'exaucer au-dessus de lui-même. Et ils insistent tous sur le fait que ceci n'est jamais spontané. C'est-à-dire que ceci nécessite précisément une construction. Et que cette construction, vous-même vous l'avez appelé un cadre, une démarche. Cadre et démarche, ça renvoie à deux domaines essentiels de cette construction, le domaine spatial, le cadre, et la démarche, le domaine temporel, l'organisation dans le temps. Un cadre organise l'espace, les gens ne sont pas placés n'importe où, n'importe comment, ils sont organisés d'une certaine manière, et cette organisation de l'espace
a une signification par rapport à ce qu'on attend d'eux, et la manière dont on organise le temps a aussi une signification par rapport à ce qu'on attend d'eux. Si on privilégie non pas la tâche mais l'objectif, faut savoir qu'à certains moments, il faudra sacrifier un peu la tâche. Mais que si on la sacrifie trop, ça va démobiliser les élèves. Si la pièce de théâtre, on n'arrive pas à la faire, si le panneau, on n'arrive pas à le faire, au bout d'un certain temps, les élèves vont se dire « mais c'est pas intéressant de faire ça, faisons chacun les choses de notre côté ». Et donc, c'est compliqué de trouver l'équilibre. Et c'est une des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé au début de mes travaux de recherche. On s'aperçoit que les enseignants qui réussissent à trouver l'équilibre sont ceux qui savent déplacer le curseur comme il faut au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où savent mobiliser par la tâche collective, on va faire un beau panneau, et qu'il y a d'autres moments où disent, attendez, comment fait chacun dans cette affaire? Qu'est-ce que apprend chacun dans cette aventure? Et ils déplacent légèrement le curseur d'un côté ou de l'autre, en fonction précisément de la dérive qui consisterait à donner une priorité absolue à la tâche au détriment des apprentissages ou à donner une priorité absolue aux apprentissages au détriment de la mobilisation par la tâche des élèves. Déplacer le curseur, c'est ça. On va dire gérer, j'aime pas le mot gérer, parce que c'est gestion, tout ça, on imagine immédiatement les banques derrière, mais gérer la classe, c'est déplacer le curseur, c'est prendre la décision au bon moment, qui consiste, quand c'est nécessaire, à refocaliser sur ce qu'on fait ensemble, et quand c'est nécessaire, à permettre à chacun de savoir ce qu'il apprend et comment il l'apprend. Alors on peut aller plus loin, bien sûr, au-delà de ce travail de réglage, tel que je viens de le définir. On peut aller plus loin en créant ce qui s'est passé dans la plupart des groupes cet après-midi, en créant ce que les psychosociologues appellent un réseau homogène, un réseau d'échanges homogènes. Un réseau d'échanges homogène, c'est un réseau d'échanges où précisément la partition entre concepteur, exécutant, chômeur et gêneur ne se fait pas. Parce qu'on garantit l'implication de chacun dans le processus collectif. Et on garantit cette implication par un mode de fonctionnement qui fait que l'apport de chacun est nécessaire à la réussite de tous. Et que si on se passe de l'un, eh bien c'est la totalité qui échoue. Mais là encore, ça c'est quelque chose qui se construit. C'est pas spontané. Cette démarche dans laquelle l'apport de chacun est nécessaire à la réussite de tous, c'est quelque chose qu'il faut élaborer, qu'il faut penser. Alors on peut le penser tout simplement en articulant un temps de travail individuel en amont du travail collectif. On peut le penser en alternant des temps de travail individuel et de travail collectif. On peut le penser en faisant en sorte que chacune des personnes du travail collectif est un élément nécessaire, et AIT, pas EST, mais peut-être EST aussi, du collectif. Un peu à la manière d'un puzzle. Moi j'ai même pratiqué ça avec des élèves des étudiants d'université. Je donnais à chacun un extrait d'un texte de Hegel, un extrait de 3 lignes, et il fallait qu'ils se mettent ensemble pour reconstituer le texte, et on avait forcément besoin de chacun des extraits. Et il fallait qu'ils se mettent d'accord sur l'ordre dans lequel ces extraits constituaient un texte rigoureux qui avait du sens. On est là dans la construction de ce qu'on appelle un modèle homogène. Un modèle homogène. C'est-à-dire un modèle où chacun s'investit de la même manière dans le collectif. Mais pour que chacun s'investisse dans le collectif, a fortiori, et là je renvoie à une question qui a été posée tout à l'heure, a fortiori quand il ne s'agit pas de volontaires. Parce que évidemment, une partie de ce problème a été évacuée dans les ateliers de cet après-midi, puisque vous étiez volontaire. Donc vous vous investissiez naturellement dans le projet qui vous était proposé. Mais quand vous n'avez pas que des volontaires en face de vous, et que vous leur proposez une activité collective, c'est à vous de structurer l'activité collective pour que chacun s'y investisse. C'est-à-dire pour garantir que chacun va être nécessaire à la réalisation de ce que vous leur proposez de faire tous. S'il manque un élève ou si un seul élève ne participe pas comme il faut au travail de groupe, le groupe ne doit pas pouvoir aboutir à la tâche que vous lui avez proposée. Et ça se conçoit, ça se construit. Et alors pourquoi faut-il concevoir et construire des choses comme ça? Parce que, et cela a été rappelé tout à l'heure par Frédéric, parce que
l'enjeu du c'est à plusieurs qu'on apprend tout seul, c'est le conflit socio-cognitif, comme disent les spécialistes de psychologie cognitive. Oh, c'est pas très compliqué, le conflit socio-cognitif, c'est un terme un peu barbare, ça veut dire simplement ça bouge dans la tête des gens. Voilà, ça bouge dans la tête des gens. Alors le mot conflit renvoie à la guerre et à tas de choses, mais c'est simplement j'entends quelque chose qui vient de l'extérieur, et ce qui vient de l'extérieur interroge ce que j'ai à l'intérieur. Et entre ce qui vient de l'extérieur et ce que j'ai à l'intérieur, il y a un dialogue qui s'établit, qui fait que ce que j'ai à l'intérieur va être modifié, va être restructuré, va être reconstruit, et que je vais accéder à un niveau supérieur de développement et à des connaissances plus élaborées. C'est ça le conflit social. Alors évidemment, il y a des conditions pour que ce conflit socio-cognitif se produise. C'est compliqué. Vous avez la chance d'avoir ici en Suisse des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur cette question. Je pense en particulier à ma collègue Adélie Perret-Clermont à Neuchâtel, qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui montre que entre des personnes qui se discutent, le conflit ait lieu, c'est-à-dire que chacune s'approprie ce que dit l'autre et l'intègre assez pour le faire travailler avec ce qu'il pense déjà. Il faut d'abord qu'ils parlent le même langage. Donc il y a un minimum de langage commun à construire. Ensuite, il faut que chacun ne perçoive pas l'autre comme un ennemi qui lui voudrait du mal, mais qu'au contraire, il perçoive dans l'interlocution de l'autre quelqu'un qui peut l'aider à progresser, etc. Il faut en réalité, je vais très vite parce que là on tomberait sur des questions trop techniques, il faut que l'autre m'apparaisse assez semblable à moi pour que je puisse partager des choses avec lui, et assez différent de moi pour qu'il ait des choses à m'apporter. C'est cette dialectique entre le assez semblable et assez différent que j'ai à mettre en œuvre, et que j'ai à construire quand je fabrique une séquence d'apprentissage, quand je mets en place une démarche d'apprentissage et de création. Il faut que les gens soient assez semblables, parce que sinon ils ne peuvent pas se parler, mais assez différents, parce que sinon, s'ils se parlent, ils n'ont rien à s'apporter les uns les autres. Donc garantissons avant un travail de groupe que les gens sont assez semblables, c'est-à-dire qu'ils disposent des prérequis communs qui leur permettent de travailler en commun, mais qui sont assez différents au sens où ils disposent chacun de compétences ou d'apports spécifiques qui fait que quand ils se réunissent, ils s'enrichissent. Et alors, va se passer quelque chose de très miraculeux, qui est ce que Piaget appelle très justement la décentration. C'est-à-dire que je vais commencer à voir ce que je fais avec les yeux d'autrui, parce que je vais intégrer progressivement le point de vue d'autrui. Et que le point de vue d'autrui va devenir un point de vue qui va interroger mon propre travail et mes propres convictions. Mais pour que le point de vue d'autrui interroge mon propre travail et mes propres convictions, il faut que je le fasse mien, d'une certaine manière. Et donc c'est cela que je vais mettre en place. Là encore, vous avez pu largement faire l'économie de ça dans les ateliers de cet après-midi, puisque vous étiez assez semblables et assez différents. Mais quand vous avez des groupes d'élèves qui ne sont ni volontaires, ni très homogènes, il y a tout un travail préparatoire, évidemment, à imaginer et à construire. Alors vous voyez que quand j'évoque la notion de groupe et de coopération de cette manière-là, je l'évoque sous un angle qui est l'angle de l'apprentissage. Et on est bien sûr, c'est à plusieurs qu'on apprend tout seul. Je ne serai pas du tout aussi affirmatif sous l'angle de l'innovation, par exemple, ou de l'inventivité, où là encore, il faudrait s'interroger sur les conditions pour qu'un groupe soit inventif. Et elles ne sont pas spontanées, ces conditions. Je crois qu'il faut les construire et les élaborer. Certains ont d'ailleurs beaucoup avancé là-dessus. Moi, j'aime beaucoup, et je pense que collègues Yves et Frédéric connaissent bien cela, le livre de Gianni Rodari qui s'appelle « Grammaire de l'imagination ». C'est un superbe livre. Gianni Rodari est quelqu'un qui est un écrivain de littérature de jeunesse, italien, qui s'est penché sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un écrivain de littérature de jeunesse quand il imagine des histoires. Et alors Gianni Rodari va proposer l'idée de binôme imaginatif, c'est-à-dire pour que une histoire émerge, il faut qu'on mette en relation des choses qui ne le sont pas spontanément. Parce que c'est ça qui va créer l'étincelle.
si je demande à un gamin de parler d'un ordinateur, il parlera de l'ordinateur. Et il va me parler d'ordinateur et d'informatique. Si je lui demande de me parler de la grippe, il va me parler de la grippe. Si je lui demande de m'expliquer comment un ordinateur peut attraper la grippe, là, ça va commencer à mettre en route des processus très particuliers, parce qu'il va être contraint, et j'assume le mot contrainte ici, de sortir d'une représentation facile des deux termes pour essayer de chercher des relations, y compris des relations parfois complètement fantaisistes, mais dans lesquelles il fera le tri pour en garder quelques-unes qui ailleurs, des relations qui seront créatives. Alors voilà, on pourrait parler longtemps de cette question du groupe, de la coopération. Je conclus sur ce point, et puis je serai plus court sur les trois autres, puisque c'était ce point qui était au cœur de votre travail d'aujourd'hui, en disant, en rappelant qu'un groupe n'est pas spontanément coopératif. Quand il est coopératif, il n'est pas spontanément un réseau homogène. Quand il est un réseau homogène, il faut encore garantir que chacun a bien quelque chose à apporter. Il faut être vigilant sur la différence entre la tâche et l'objectif. Bon, c'est l'objectif qu'on évalue, c'est pas la tâche. Même si narcissiquement, c'est la tâche qui nous fait plaisir, à nous enseignants, c'est-à-dire ce qu'on peut montrer à l'extérieur. Pédagogiquement, c'est l'objectif qui compte, c'est pas notre satisfaction narcissique de proposer de beaux panneaux à la fête de l'école. Et puis, terminons cette affaire sur le groupe en disant que, quoi qu'il en soit, dès que vous mettez des individus ensemble, à travailler ensemble, vous aurez toujours ce travail de réglage. Ce travail de réglage entre l'individuel et le collectif. Freinet, on pourrait passer longtemps à décrire ça, mais Freinet a fait ce travail de réglage le jour, par exemple, où il a introduit les fichiers autocorrectifs dans la pédagogie de projet qu'il avait mis en place. C'est-à-dire quand il a découvert que fabriquer du journal, c'était bien, fabriquer un journal, c'était bien, faire des enquêtes, c'était bien, aller faire des trucs sur les ruisseaux, c'était formidable, des petits barrages qui fabriquaient de l'électricité et tout ça, comme on voit dans le film. Tout ça, c'est très bien, mais qu'il y a des gamins qui s'y tiennent pas, qu'on fait l'hypothèse qu'à travers la fabrique du journal, tout le monde apprendra la grammaire, sauf qu'il y en a qui n'apprennent pas la grammaire, et que à certains moments, il dit, bon, ouais, d'accord, pour garder la mobilisation par le projet collectif, mais il y a quand même des objectifs d'apprentissage qui sont essentiels, et il introduit ce qu'il appelle d'abord les bandes enseignantes, ensuite les fichiers autocorrectifs, etc., pour permettre à chacun de s'investir dans le travail de groupe. Parce que si la personne n'a pas la compétence pour s'investir dans le travail de groupe, eh bien le travail de groupe sera fait par ceux qui ont déjà la compétence et les autres n'en acquerront pas. Alors vous voyez qu'on est là au cœur de débats qui sont des débats compliqués. Hein. Et si je me suis permis d'insister tout à l'heure sur le fait que l'éducation nouvelle était un lieu de débat, c'est parce qu'autour de cette question du groupe, les débats ont été très vifs et qu'ils le sont encore d'ailleurs. Hein. Ils le sont encore et il est sain qu'ils le soient. Parce que si nous avions un dogme en matière de coopération et si nous nous réinterrogions pas régulièrement sur les conditions pour que la coopération contribue à la fois à la construction d'une solidarité et au fait que chacun se dépasse et accède à des niveaux plus exigeants de connaissances et de créativité, eh bien, nous perdons. Alors j'avais trois autres termes, mais je les ai déjà abordés, je vais être plus rapide. Le deuxième terme qui a été très utilisé dans les ateliers où je suis passé et qui a été repris ici à plusieurs reprises, c'est le terme contrainte et la dialectique contrainte-liberté. Il y a eu un débat que j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure et où je trouve des choses très importantes se sont dites entre les gens qui étaient ici, la réponse qu'a fait Yves, etc., sur les contraintes quand il a évoqué le groupe de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas complètement, c'est un groupe littéraire autour de Raymond Queneau, Georges Perec, etc., qui a imaginé comment on pouvait introduire des contraintes pour développer la créativité. Une des contraintes les plus célèbres, c'est ce qu'on appelle le lipogramme. C'est une contrainte utilisée par Georges Perec dans l'écriture d'un livre très célèbre qui s'appelle La disparition, qui est un livre de 400 pages, dans lequel il s'est interdit d'utiliser la lettre E, qui est la lettre la plus utilisée dans la langue française. Hein. Et
Pérec lui-même explique que cette contrainte qu'il s'est donnée est une contrainte d'une extraordinaire fécondité, parce que ça lui a permis d'aller chercher des mots, de fabriquer des expressions, etc., que jamais il n'aurait trouvé, il n'aurait imaginé s'il n'avait pas eu cette contrainte. De même que l'alexandrin est une contrainte féconde. Il est clair que si Corneille et Racine n'avaient pas écrit l'alexandrin, leur tragédie n'est pas aussi belle. Bon, il est clair que l'alexandrin, c'était, et la rime, les 12 pieds, ça les poussait à travailler le langage comme une matière, hein, comme vous disiez dans votre atelier. Donc la contrainte peut être féconde, et elle n'est pas le contraire de la liberté. Et ça, l'éducation nouvelle l'a toujours travaillé d'une manière assez approfondie. On peut même considérer, et Yves l'a évoqué tout à l'heure, qu'une certaine forme de spontanéité enfantine, qui est souvent un petit peu naïvement louée, est en fait une forme de reproduction assez classique des clichés les plus éculés. Alors, on peut admirer la spontanéité enfantine, mais en général, on admire la spontanéité enfantine de ceux qui ont déjà très travaillé leur spontanéité. En réalité, exprimez-vous, ça donne en général de la platitude et des lieux communs. Et le respect de l'expression, c'est pas exprimez-vous, c'est je vais être exigeant, mais te poser des cadres, voire t'imposer des contraintes pour te permettre de t'exprimer. Pour te permettre de t'exprimer. Pas pour t'empêcher de t'exprimer, mais pour te permettre de t'exprimer. Et là, nous touchons des points absolument fondamentaux, me semble-t-il. Moi, j'ai travaillé sur un élément qui m'a beaucoup intéressé tout au long de ma vie, c'est le passage à l'écriture et le fait qu'un certain nombre d'enfants étaient fâchés avec l'écrit. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que les enfants qui sont fâchés avec l'écrit, c'est ceux qui n'ont pas compris que les contraintes de la langue étaient un formidable atout pour la liberté de s'exprimer, et qui croient que les contraintes de la langue sont des sortes de normes imposées par les adultes pour les persécuter. Le gamin qui croit que si on lui demande de ne pas répéter le même mot dans la même phrase 3 fois, c'est un caprice de la maîtresse, il va obéir au caprice de la maîtresse. Mais cette obéissance au caprice de la maîtresse ne lui permettra pas de découvrir l'extraordinaire fonction d'imagination que constitue l'interdiction de la répétition dans la langue française, qui oblige à chercher le mot adéquat, à en chercher un autre qui soit un synonyme, mais à vérifier s'il est vraiment synonyme, etc. Et à se poser toute une série de questions qui font que la langue va travailler grâce à cette contrainte, et que c'est cette contrainte qui va lui permettre d'être plus exigeante, cette langue, plus précise, plus rigoureuse et plus intériorisée. Alors, ce que je viens de dire est pour moi tout à fait essentiel. Il est évident que tant que cette contrainte, cette exigence, elle est simplement l'expression de la volonté d'un adulte qui est perçu comme étant une personne qui simplement m'évalue pour me faire passer en classe supérieure, je ne l'intériorise pas. Je ne l'intériorise pas, cette contrainte. La question, c'est l'intériorisation de la contrainte. S'il n'y a que le prof qui est exigeant, l'élève ne progresse pas. Si on veut que l'élève progresse, il faut que l'exigence de l'enseignant se transmette à l'élève. Et il faut que ce qui se transmette dans le rapport pédagogique, ce ne soit pas seulement des contenus de savoir, mais un rapport au savoir qui est un rapport d'exigence, un rapport de précision, de justesse et de vérité. C'est pour ça que quand je parle avec des enseignants, je suis très sensible à leur relation au savoir. Est-ce qu'ils sont dans une relation figée, ou est-ce qu'ils sont dans une relation où ils acceptent même un peu de tâtonnement, de recherche, ou même ils vont assumer devant les élèves d'être en position de chercher la formulation. Parce que c'est ça qui se transmet. Ce qui se transmet, c'est je veux dire bien les choses, je veux être clair, je veux être précis, je veux ne pas faire de confusion, je veux que vous me compreniez. Quand un enseignant est ainsi, il transmet pas seulement ce qu'il dit, il transmet un rapport à ce qu'il dit. Il transmet une espèce d'exigence intérieure au langage
qui est l'exigence structurante de l'intelligence. Il ne faut pas croire que l'intelligence précède le langage. Là, je vous renvoie à des travaux évidemment connus de vous tous, Vallon, Vicky, etc. L'intelligence et le langage naissent en même temps. Et c'est la structuration du langage qui aide à la structuration de l'intelligence, c'est celle de l'intelligence qui aide à la structuration du langage. Les contraintes sont donc absolument fondamentales et il ne faudrait pas croire que les contraintes brident la liberté. C'est l'inverse. Alors à condition qu'elles soient fécondes. Évidemment, c'est pas la contrainte pour avoir la paix. La contrainte pour avoir la paix, pour être tranquille, ça ne suscite en rien la créativité ou la liberté. Non, c'est la contrainte dont on a compris qu'elle autorisait quelque chose, et qu'elle autorisait mentalement l'enfant à déplacer son point de vue, à penser autrement, à associer des choses qu'il n'aurait pas associées jusqu'à présent, et ainsi de suite. Je parle de contraintes, je pourrais aussi parler des contraintes de l'objet lui-même. Moi, je suis très attaché à cette notion, surtout dans une période où les normes sociales sont extrêmement discutées. Il y a des normes que l'enfant peut découvrir et qui sont des normes qu'il ne vivra pas comme oppressives parce qu'elles sont imposées par la réalité elle-même. Quand je travaille le bois, quand je travaille la terre, quand je travaille... quand je fais une expérience scientifique, si le bois, la terre ou les fils électriques me résistent, c'est pas parce qu'ils me veulent du mal. Et à partir d'un certain moment, c'est dans le dialogue avec cet objet qu'il y a ses contraintes. Il a ses contraintes que je vais progressivement comprendre que la création, c'est la capacité, non pas d'imposer sa loi à l'objet, mais de comprendre la loi de l'objet pour dialoguer avec lui et faire avec l'objet, non pas contre l'objet, quelque chose. C'est-à-dire, c'est sortir de la toute-puissance, c'est sortir de la pensée magique, c'est sortir de l'école de Harry Potter pour accéder à l'école de Célestin Freinet ou à l'école des gens de l'éducation nouvelle. À l'école où on vérifie, où on comprend en manipulant, où on comprend en travaillant sur des objets qui vont venir arbitrer les relations de force qui peuvent exister entre les enfants. Parce qu'à partir d'un certain moment, à l'école, c'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. C'est celui qui fait en sorte que les choses, ça marche. Si vous donnez à un enfant 2 piles, 6 fils et 4 ampoules, qui a raison? C'est celui qui branche les fils, les ampoules et les piles pour que les ampoules s'allument. Il y en a un qui peut crier plus fort, il y en a un qui peut taper plus fort, il y en a un qui peut s'énerver, il y en a un qui peut se mettre en colère. Ça sert à rien. Ce qu'il faut, si on veut avoir raison, c'est trouver comment on branche les fils, les ampoules et les piles, quoi. Que l'enfant comprenne ça est évidemment absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il comprenne que la liberté, c'est l'obéissance à la contrainte de l'objet. Mais c'est pas une obéissance qui renonce à interagir avec l'objet. C'est une obéissance qui permet d'avoir un projet avec l'objet. Voilà. Et non pas de soumettre l'objet à notre toute-puissance, comme dans la pensée magique, où on transforme, la fée transforme la citrouille en carrosse. Évidemment, c'est fabuleux l'idée qu'on puisse transformer une citrouille en carrosse. Mais ça marche pas. C'est dans les contes de fées. Et les contes de fées, ils sont utiles pour les enfants, pour leur rappeler que nous avons toujours en nous une part d'infantile, qui est la part de nous-mêmes qui nous fait penser ou qui nous laisse en permanence imaginer qu'il suffit de dire les choses pour les faire, qu'il suffit d'énoncer les choses pour les créer, qu'il suffit de les vouloir pour qu'elles arrivent. Non, ça marche pas. Ça marche. De même qu'il y a des choses élémentaires qui marchent pas. Par exemple, on peut crier sur des tomates pendant des heures, ça ne le fait pas pousser plus vite. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc la colère et la violence ne marchent pas pour faire pousser les tomates. Et il faut que l'enfant le comprenne et l'entende, cela. Et là, il y a quelque chose qui est, à mes yeux, absolument fondamental et essentiel. Donc c'était le deuxième terme que je voulais évoquer avec vous. Mais vous l'avez compris, tout ce que vous avez fait cet après-midi dans les ateliers, j'ai été très admiratif des démarches qui vous ont été proposées. C'était la mise en place de contraintes fécondes. De contraintes fécondes. D'ailleurs, vous avez été d'une obéissance absolument extraordinaire. Parce que personne n'a remis en question ni le cadre ni les contraintes. Personne n'a dit non, moi je ne veux pas mettre ma main dessinée autour, etc. Tout le monde a fait exactement ce qu'on lui a dit. Une des difficultés que vous allez rencontrer avec des enfants qui ne sont pas des volontaires, c'est que la contrainte féconde, il va parfois être rétif. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'elle est féconde
avant d'avoir travaillé avec. Et donc que vous allez vous trouver devant des enfants vis-à-vis desquels vous allez devoir jouer le dévoilement. C'est-à-dire vous allez devoir tenter de leur montrer comment cette contrainte peut être féconde. Parce qu'ils ne le savent pas qu'elle peut être féconde. Et ils peuvent la vivre comme étant une espèce de caprice de votre part. Donc vous avez tout un travail là, que Edgar Morin qualifierait volontiers d'érotique, au sens propre du terme, c'est-à-dire laisser entrevoir le plaisir. Pas donner le plaisir tout de suite là, mais le laisser entrevoir qu'il y a du plaisir peut-être dans la soumission à une certaine crainte, qu'il y a du plaisir dans l'attente, qu'il y a du plaisir dans une certaine gestion du temps qui n'est pas la gestion de l'immédiateté et de la toute-puissance. Alors, on a parlé de cadre tout à l'heure, quelqu'un a prononcé l'expression de cadre émancipateur dans l'atelier où j'étais. Je crois que, effectivement, un cadre peut être émancipateur. Il peut être enfermant, il peut être aliénant, mais il peut être émancipateur aussi. La question n'est pas de savoir s'il faut ou non donner des cadres. Quand on ne donne pas de cadre, de toute façon, il y en a d'autres. Il y a toujours des cadres. La question est de se poser la question des conditions pour qu'un cadre soit émancipateur. Voilà. Le troisième mot, mais je vais aller très vite, c'est le mot autorité. Il a été prononcé un peu moins. Mais néanmoins, on sentait que, là encore, il y avait une préoccupation autour de cela. Là encore, les gens de l'éducation nouvelle, les militants de l'éducation nouvelle nous ont dit des choses superbes sur la question de l'autorité. Ne croyons pas qu'ils étaient contre l'autorité. Hein. En plus, ils étaient tous dans leur vie personnelle d'un autoritarisme absolu avec les gens qui les entouraient. C'est d'ailleurs un des problèmes de l'éducation nouvelle, souvent, c'est que on ne crée des situations de coopération qu'au prix d'une autorité et d'une dépendance à l'égard du leader qu'on finit par tuer dans une sorte de rituel initiatique. Enfin, tout ça, vous connaissez, c'est classique. Non, ce que les penseurs de l'éducation nouvelle, ce que les pédagogues de l'éducation nouvelle ont souligné et n'ont cessé de rappeler, c'est le lien profond qu'il y avait entre l'autorité et la responsabilité. Une autorité n'est légitime dans un groupe, disait déjà Ferrière, et là-dessus il avait raison, que quand elle s'exerce au nom d'une responsabilité qu'on exerce en groupe, bien sûr. J'ai vu à l'école active tous ces panneaux de responsabilité, des tâches, etc., etc. Évidemment que c'est fondamental. J'ai autorité sur des choses parce que j'ai la responsabilité de ces choses. C'est au nom de la responsabilité que j'ai que je peux avoir autorité dessus. À cet égard, un enfant de 4 ans peut avoir autorité sur la propreté de la classe et le fait que des gamins de 14 ou même des adultes de 30 jettent des papiers par terre. Il n'y a rien de scandaleux à ce qu'un enfant de 4 ans à qui vous avez donné la responsabilité de la propreté de la classe fasse remarquer à son professeur de 40 qu'il ne faut pas jeter ses papiers par terre. Il a autorité dans la matière, puisqu'il est responsable de la propreté de la classe. Et que cette responsabilité lui confère une autorité. Et que l'apprentissage de la démocratie, c'est l'apprentissage de la différence entre l'autorité et le pouvoir. Voilà. L'autorité, c'est ce qui est lié à une responsabilité. Et dans la démocratie, comme le dit Claude Lefort, le lieu du pouvoir est vide. Nul n'est habilité à exercer le pouvoir. Il n'y a que des responsables, il n'y a pas de pouvoir. Mais nous avons du mal, là encore, parce que passer d'une société où il n'y a plus de pouvoir, où il n'y a que des responsabilités, et où on exerce l'autorité qu'au nom des responsabilités que l'on a, c'est évidemment pas simple, c'est plutôt ici une utopie de référence qu'une réalité de demain ou de tout à l'heure à fortiori. Le quatrième mot sur lequel je voudrais dire quelques phrases avant de conclure, c'est le terme évaluation. Alors je l'ai évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé de la différence importante de l'évaluation entre l'objectif et la tâche. Ce que je voudrais souligner ici, c'est à quel point l'éducation nouvelle est une école d'exigeants. Une école d'exigeants. Contre quoi s'est levé Ferrière, Claparède, Piaget, Freinet, Montessori et les autres? Contre quoi il s'est levé? Il s'est levé contre ce que Paulo Freire, et qui a été cité par ma collègue tout à l'heure, je la vois plus mais là, ce que Paulo Freire a appelé la pédagogie bancaire. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie bancaire? C'est la pédagogie où les rapports pédagogiques sont régis par une circulation, si ce n'est d'argent sonnant et trébuchant, régie par l'échange de notes. On travaille pour avoir une bonne note. On n'a jamais complètement 20 sur 20, nous, c'est note sur 20, parce que les banques, quand elles prêtent, elles ont toujours un intérêt. Donc, même l'élève qui fait tout juste, on lui met 18 parce qu'on lui prend du 40%. Enfin, c'est presque de l'usure d'ailleurs. Mais bon. Donc,
on est très dans la pédagogie bancaire. Et la pédagogie bancaire, ce que disaient les pédagogues de l'éducation nouvelle, sans employer ce terme, puisqu'ils ne connaissaient pas Paulo Freire, lui est bien postérieur, cette pédagogie-là, elle est en permanence une pédagogie qui permet à chacun de se juger par rapport aux autres au lieu de se juger par rapport à soi. Et là, moi, je reciterai Albert Jacquard, qui a été cité tout à l'heure aussi, qui m'a beaucoup appris, avec lequel j'ai eu un compagnonnage très chaleureux, qui disait toujours l'évaluation, elle n'est pas faite pour être meilleure que les autres, elle est faite pour devenir meilleur que soi-même. Devenir meilleur que soi-même. C'est-à-dire pour remettre en chantier, pour travailler sur ce que l'on a déjà fait, pour être dans cette espèce de remise en permanence en question de ce que l'on a fait, pour atteindre, pas la perfection, on n'atteindra jamais la perfection, mais pour atteindre un niveau d'exigence où on pourra être fier de soi-même. Pas fier comme Artaban, parce qu'il y aura toujours des imperfections, mais fier quand même, parce qu'on ne se savait pas capable, et on découvre qu'on est capable. Et je trouve qu'on a bien vu cela à l'œuvre dans les ateliers cet après-midi. Vous vous êtes senti capable de faire des choses que vous ne vous saviez pas capable de faire, et c'est à cela, me semble-t-il, qu'on repère, qu'on identifie une évaluation efficace. Moi, je suis très choqué quand, dans une école, on donne un travail à faire à des élèves, qu'on met une note ou une appréciation, et puis qu'on s'arrête. Moi, ça me choque énormément. Je trouve ça d'un laxisme effroyable. Et en plus, quand ce sont les gens qui me taxent de laxisme, je trouve ça d'une hypocrisie absolue. Parce que l'élève, il gâche, il s'aborde de son devoir, vous lui mettez une mauvaise note, tout le monde part chez lui, tout le monde est dedans, puis on s'arrête là. Non, moi, si l'élève, il sabote le travail, je dis, gars, tu le refais, hein. C'est pas possible d'en rester là. Tu le reprends, voilà les 3 points sur lesquels tu vas progresser, puis si tu n'as pas progressé la semaine prochaine, on reprendra la semaine d'après. C'est ça, l'évaluation. C'est ce travail-là qui permet, pour reprendre un terme employé par monsieur tout à l'heure, aussi de réenchanter l'apprentissage. Parce que c'est vrai que l'apprentissage est désenchanté. C'est vrai, vous avez raison d'évoquer cela. Aujourd'hui, en plus, l'immense majorité des outils techniques qu'on met à notre disposition, on n'a pas besoin d'apprendre à s'en servir pour savoir s'en servir. Grande différence avec les outils techniques de jadis. Avant, il fallait apprendre à se servir des outils. Aujourd'hui, c'est les outils qui vous apprennent rapidement. Vous achetez un téléphone portable, personne ne va lire, d'ailleurs, personne n'édite des modes d'emploi de 150 pages en papier à cigarette, mal traduites du japonais. Personne ne lit les modes d'emploi. Vous appuyez sur les boutons, vous allez demander à quelqu'un, mais c'est fait en fait pour que vous sachiez faire sans avoir appris. C'est fait pour, en reprenant une expression de Piaget, c'est fait pour vous faire, pour que vous trouviez le plaisir dans la réussite plutôt que dans le comprendre, ou plutôt que dans la réussite par le comprendre. Vous trouvez le plaisir dans la réussite par la rapidité et par l'efficacité, plutôt que le plaisir dans la réussite par le comprendre. Or, ce que nous avons à redévelopper, ce qui est l'enjeu majeur, me semble-t-il, de notre éducation aujourd'hui, c'est où les enfants vont-ils trouver du plaisir. Je crois que le problème éducatif majeur, c'est le problème du plaisir. Ou bien nos enfants ne trouveront du plaisir que dans la consommation compulsive d'objets et de biens dont l'existence est d'ailleurs limitée, épuisable, ou bien ils trouveront du plaisir dans la compréhension de ce qui est inépuisable, c'est-à-dire la culture, le monde, ce qui se partage sans s'user. C'est fabuleux la culture, parce que quand vous la donnez, quand vous la partagez, non seulement il en reste autant, il y en a encore plus. C'est l'inverse du gâteau. Le gâteau, plus vous en prenez, moins il en reste. La culture, plus vous en prenez, plus vous la partagez avec d'autres, plus il y a. Et l'enjeu, c'est bien ça. C'est dans un monde où nos enfants sont soumis en permanence à un matraquage qui leur dit « tu trouveras ton plaisir dans la consommation compulsive de ce qui est épuisable », nous devons témoigner en classe et avec eux qu'ils peuvent trouver du plaisir dans le partage de ce qui est inépuisable. Et que ce plaisir de la compréhension, ce plaisir de l'intelligence des choses, ce plaisir
bon sens, et bien sûr j'ai compris, c'est formidable. Ce plaisir-là, il est extraordinaire, et qui l'a éprouvé une fois, qui le connaît ce plaisir-là, qui le connaît de l'intérieur vraiment, eh bien sa vie elle est transformée. Sa vie elle est tout entière transformée. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'aurais eu encore beaucoup de choses à vous dire autour de ce qui a été fait, mais l'important n'est pas ce que je vous ai dit, l'important c'est de faire vivre le débat. L'important c'est de continuer à faire vivre les questions, c'est de continuer à travailler entre vous. Vous avez déjà bien commencé, et donc continuez. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux.